l'insouciance et la dépression. C'est pas très gai, mais c'est fort utile. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a encore des gens qui croient que pour booster un dépressif, il faut lui gueuler dessus. Or, ça marche pas. C'est comme si vous disiez un tétraplégique de marcher, ça va pas marcher. Ou alors, une voiture sans essence, de la faire avancer, ça va pas avancer. Alors, c'est ce qu'on apprend en premier quand on fait des études de psycho, c'est que de toute façon, avec un dépressif, ça sert strictement à rien de lui crier dessus. Donc, c'est pas la peine, il faut lui tendre la main, y aller en douceur. Et puis, il y a quelques connaissances neurobiologiques à connaître. Donc, il y a des choses dont on est sûr et des choses qui vont être un peu plus prouvées au fur et à mesure qu'on avance dans le temps et avec les nouveaux traitements, les nouvelles thérapies. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau en lui-même est modifié quand on est dépressif. On tourne au ralenti. C'est vraiment... tout est endormi au niveau de l'intellectuel. Donc la prise de décision, la cognition, la mémoire. Donc tout ça, ça implique le cerveau frontal. Donc les décisions sont en veille. Ensuite, on a aussi l'hippocampe du cerveau qui s'atrophie. Donc l'hippocampe, c'est le lieu de la mémoire. Donc, et on a aussi l'amygdale. Donc l'amygdale, c'est aussi une glande dans le cerveau. C'est la façon dont on traite les faits qui va être complètement endormi. Donc on n'a plus une répartie, on n'a plus une action favorable pour nous-mêmes, une façon de réagir qui est efficace. Donc ça, c'est ce qui est vrai aujourd'hui. On a observé voilà, lors d'électroencéphalogrammes sur le cerveau des dépressifs. Alors, ce qui est vrai aussi, le stress. Plus vous stressez, plus vous risquez de déprimer. Le mauvais stress, bien sûr, pas le bon stress qui est un stimulant et créatif. Donc, le stress va produire un neurotransmetteur, une hormone, la RED1, qui va complètement atrophier l'hippocampe, le cerveau frontal. L'hippocampe, lui, va être très très réactif, donc comme c'est les lieux d'émotion. L'hippocampe, quand on va se retrouver en face de quelqu'un de violent, d'en colère, ou quelque chose de très triste, quand on est dépressif, on va être 1000 fois plus réceptif. Donc parce que l'hippocampe est hyper réactif. Donc c'est comme ça qu'on peut devenir dépressif suite au burn-out dans les entreprises et aussi les chocs post-traumatiques, le choc. Voilà, un gros stress et qui ensuite reste. Alors, comment on peut remettre en place, donc en 6 mois, 1 an en général, quand on se prend en charge. Donc, déjà, comment éviter d'atrophier encore plus le cerveau? On va limiter le mécanisme de rumination, qui est quand même la base, après le choc, la base de la dépression, la rumination. Donc, ce qu'on est sûr aussi, c'est que quand on va mettre fin à la dépression, ça ne va pas forcément régler les problèmes neuropsy qui ont été créés par cette dépression. Toujours des angoisses, des peurs qui vont peut-être rester après, longtemps après. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que le traitement antidépresseur et anxiolytique est efficace, va permettre de ne pas aggraver le système émotionnel complètement flingué. Le sûr, c'est que les antidépresseurs, les anxiolytiques agissent sur l'émotionnel, pas sur l'intellect. Donc, c'est par les thérapies comportementales, la psychoéducation qu'on va pouvoir remettre en place, entre guillemets, le cerveau intellectuel pour la prise de décision. Mais comme tout est à ralenti, il va falloir le mieux se faire aider et avoir une certaine volonté. Il faut se souvenir toujours que le cerveau met 3 semaines environ à faire de nouveaux réflexes. Alors là, comme on marche au ralenti, c'est vraiment, vraiment, vraiment dur. Donc, la technique de thérapie comportementale, les TCC, donc ça va être une pratique au quotidien pour lutter contre cette atrophie du cerveau frontal. Pendant que l'hippocampe, l'amygdale, est traité avec les anxiolytiques, les antidépresseurs, donc ça nous permet de rester quand même
on va pas dire gay, mais de pas plonger, voilà, de se maintenir. Ce qu'on va faire avec le thérapeute et qui est souvent oublié et pourtant le plus efficace, c'est qu'on va faire un programme. Donc un des tableaux, un agenda, et qu'on va éviter de laisser des choses à faire dans l'appartement, le courrier s'accumuler. On va essayer d'être plus constructif et de travailler sur les défauts de la dépression. Donc premièrement, on identifie donc ce qu'on évite et les comportements de refoulement. Donc par exemple, qu'est-ce que j'évite? J'évite de parler à mes amis, j'évite de communiquer avec mes proches, de répondre au téléphone. Pourquoi? Hop, de l'autre côté, pour ne pas penser à mes problèmes, voilà, pour oublier. Ou alors, je vais fuir, tiens, faire énormément de sport, énormément d'activités, ça, toujours quand on n'est pas traité. Résultat, tiens, qu'est-ce que ça fait? On abuse de toxiques, on abuse du sport, de l'alcool, cannabis, n'importe quoi qui est un état de fuite. Hein, même les pratiques sexuelles, etc. Des gens qui deviennent accros au jeu. Voilà, tout ça, ça peut être une fuite. Le truc, c'est qu'il faut l'identifier parce qu'une fuite, c'est quand même inconscient. Alors, on va ensuite identifier donc les ruminations. À quelle heure? Bah tiens, un petit tableau. À quelle heure je rumine le plus? Ça peut être le soir. Tiens, le dimanche soir. Oh, le matin, j'ai pas envie. Gna gna gna. Donc là, on va dire, tiens, je vais mettre en place quelque chose qui me fait plaisir le matin pour se lever. Ça peut être un café, ça peut être, je sais pas, aller courir, écouter une musique qu'on aime, regarder une émission ou écouter la radio. Donc, le but, c'est de porter notre attention négative, nos ruminations sur autre chose, évidemment. De switcher le cerveau, de faire diversion. Alors, en 1, on va consigner une semaine d'activité. Ce petit programme, voilà. On va y aller progressivement. On va commencer à affronter les situations d'évitement. Donc, c'est comme on l'a vu avec le premier tableau. Ensuite, on va augmenter la structuration de l'hygiène de vie. Se lever à telle heure, se coucher à telle heure et avoir une hygiène alimentaire. Voilà, donc ça c'est la base. Ensuite, on va augmenter de façon progressive les rythmes. On ne va pas non plus s'affoler à vouloir tout faire. Comme on l'a dit, il ne faut pas brusquer quelqu'un qui est en déprime. Il faut y aller tranquillement, chacun son rythme. Voilà. On va aborder les tâches à faire ménagères, les courriers à ouvrir pour ne pas se laisser déborder et pour ne pas se sentir comme un moins que rien et complètement dégradé. Donc ensuite, on va faire un mini bilan d'une première semaine, qu'est-ce qui m'a fait du bien et on va s'appuyer là-dessus. Donc bah, effectivement, de faire le ménage et tout ça, ça m'a semblé un peu dur, mais finalement, ça me permet aussi contrecarrer et ne pas me sentir complètement dégradée. Voilà. Et puis aussi sur les activités qui m'ont fait du bien, bah tiens, créer comme on fait beaucoup dans les cliniques, ça m'a permis de me valoriser et aussi c'est bien parce que comme on a vu, ça permet de dessiner les émotions, de les visualiser et de se dire ah bah ça serait peut-être mieux de rajouter un peu de couleur dans la vie, un peu de must, un peu de mieux. Et puis, on va s'appuyer sur tous ces aspects positifs et reproduire ce même schéma de semaine en semaine, en gardant les bases, les tâches ménagères, l'hygiène de vie, et puis le fait d'identifier les comportements de fuite, voilà, pour ne pas refouler, et finalement, au fil du temps, ce qui va, peut-être dans quelques années, réactiver ce sur quoi on n'a pas travaillé. Et ben voilà, c'est pas la peine de crier sur les dépressifs, ça sert à rien.